Bonsoir à toutes et à tous. Donc, avant de commencer, on tenait à remercier donc, le Club de la Presse qui, comme toujours, met tout en place pour que la rencontre se déroule dans de bonnes conditions. Bonsoir, Jean-Marie Charon. Merci d'avoir fait le déplacement pour cet échange. Donc, on va juste rappeler rapidement qui vous êtes. Donc, vous êtes sociologue et ingénieur d'études au CNRS et vous avez fait du secteur des médias votre spécialité depuis plus de 20 ans. Pour être plus précise, donc, votre premier livre s'intitule « La presse en France de 1945 à nos jours ». Il date de 1991. Vous avez étudié la presse en ligne, la presse des jeunes, les journalistes et leur public, la presse quotidienne, etc. etc. Et là, vous venez de sortir un livre qui s'intitule « Jeunes journalistes, l'heure du doute ». Jeune journaliste, l'heure du doute, exactement. C'est d'ailleurs cet ouvrage qui va faire l'objet de notre discussion aujourd'hui. Pour le résumer en quelques mots, vous avez enquêté sur les doutes et les interrogations qui traversent les jeunes journalistes en partant d'un chiffre fort. 40% des détenteurs d'une première carte de presse ont quitté la profession au bout de 7 ans. Alors je vous avoue qu'en lisant ça, on a directement pensé au paradoxe entre votre constat et le fait que dans les écoles de journalisme, il y a de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus de candidats. Alors pour commencer, comment expliquez-vous le fait que cette profession qui fait tant douter continue de séduire autant ? Alors effectivement, vous avez raison, l'idée de cette enquête, parce que c'est bien une enquête par entretien, une centaine d'entretiens, un peu plus même, en face à face la plupart du temps, ou en groupe, enfin il y a différentes techniques qui ont été utilisées. Effectivement, c'était l'idée d'aller voir ce qu'il y avait derrière ce paradoxe et de le faire, si vous voulez, sans a priori. Parce qu'effectivement, ce petit bouquin, en fait, il succédait à un autre livre qui s'appelait « Hier journaliste », sur les journalistes qui quittaient la profession. Et au-delà, si vous voulez, du constat que vous avez évoqué, il y avait aussi le fait que, très fréquemment, en présentant cette enquête, on nous disait, oui, mais quand même, il y en a beaucoup qui viennent vers la profession, il y en a beaucoup qui sont... Alors, pourquoi ? Alors, si vous voulez, c'est assez compliqué. Enfin, je ne peux pas totalement répondre à votre question. En revanche, ce qui est assez frappant lorsqu'on s'adresse à des jeunes journalistes, donc 30 ans, moins de 30 ans, il y en a quelques-uns qui ont un peu plus de 30 ans, c'est déjà de voir... Effectivement, qu'est-ce qui les a amenés est-ce qu'ils sont là parce que c'est un métier prestigieux ? Est-ce que c'est là parce que certains s'interrogeaient sur leur avenir ? Et tiens, pourquoi pas le journalisme ? Enfin, etc. En fait, si vous voulez, la première observation, c'est que c'est vraiment un métier, on va dire, on dit souvent un métier passion, en tout cas un métier à vocation. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, j'en avais déjà entendu parler, pour être honnête, j'ai été formateur en école de journalisme quelques années quand même, mais donc je savais que c'était déjà un peu comme ça précédemment, mais là, c'est vraiment très frappant de voir que la très grande majorité de ceux qui aujourd'hui se retrouvent jeunes journalistes ont pensé à cette profession souvent dès le collège. Très nombreux sont ceux qui auront fait, par exemple, leur stage de troisième, vous savez, le fameux stage en entreprise. Si vous êtes, pour ceux qui sont ici en rédaction, ils ont dû rencontrer effectivement ces stagiaires de troisième dans les radios, en presse écrite, en télévision, etc. Donc il y a cet aspect-là. Et puis on voit que c'est pour la plupart, c'est quelque chose qui a mûri, d'abord parce qu'ils se sont renseignés, ils ont essayé de conforter un peu cette idée qui était simplement en germe, mais beaucoup aussi, je pense que là ça renvoie au contexte peut-être plus contemporain que ce qu'on connaissait dans les années plus anciennes, c'est-à-dire que beaucoup ont investi des outils disponibles pour se familiariser ou vérifier que c'est quelque chose qui les intéressait bien. Alors bon, jadis, on avait ce qu'on appelait les journaux lycéens. Donc, mais aujourd'hui, beaucoup ont eu des blogs ou ont participé à des expériences en radio, en télévision, web, évidemment, qui sont parfois proposés dans leur classe, mais parfois aussi à titre individuel. Beaucoup aussi ont commencé à toucher à des outils d'auto-formation,
par exemple ceux qui se passionnaient pour l'image, ça peut être la photo, ça peut être la vidéo, etc. Donc vous voyez, et puis très vite, ils ont, dans les conseils qu'on leur a donnés, on leur a fait comprendre que c'était un métier difficile d'accès, dans lequel il allait falloir avoir un cursus, disons, un peu d'excellence, on va dire. Et donc, ils vont organiser beaucoup leur cursus en fonction de ça. Sachant que moi, j'ai été effectivement frappé. Bon, on le subodore, on le sait, on se doute quand on est dans des jurys d'examen d'école de journalisme, etc., que bien sûr, on a des gens qui sont toujours assez bien préparés. Mais effectivement, on est face maintenant à des parcours, généralement, et on verra peut-être éventuellement dans la discussion que ça peut jouer un rôle à d'autres moments. Déjà, on s'est formé souvent à l'université, en IEP. On a souvent fait aussi des prépas aux formations. Et puis, on a enfin cet accès aux écoles qui est un moment décisif. Alors, ce qui est probablement propre à cette génération, en tout cas moi, que je ressentais moins lorsque j'étais formateur au CFJ, puisque c'était là que j'intervenais, c'est à quel point ils savent qu'il y a cette conviction, cette soif, cette envie de faire ce métier, un énorme investissement personnel, et aussi familial. Parfois, il ne faut pas le nier, parce qu'il faut que les familles accompagnent souvent, y compris financièrement. Donc, il y a vraiment ce très fort investissement. Et en même temps, très tôt, on les a prévenus que ça allait être un parcours d'embûche et que l'image qui est fréquemment donnée à la profession, plutôt un peu flamboyante, en tout cas à une époque c'était un peu l'image que se donnait cette profession, eh bien elle cachait en fait des réalités qui étaient beaucoup plus compliquées, par exemple la précarité, des problèmes de chômage, des choses comme ça, des problèmes de revenus qui peuvent être faibles, etc. Donc ils sont à la fois effectivement très, très motivés, très investis, et en même temps beaucoup plus prévenus peut-être que les générations précédentes sur les difficultés qu'ils allaient rencontrer dans les premières années. Ils savent que les sorties, y compris des meilleures écoles, vont conduire à une période, c'est d'ailleurs la période que j'ai voulu étudier, disons d'une petite dizaine d'années, où il va y avoir des choses un peu compliquées à traverser. Et donc vous détaillez dans votre livre l'impossibilité des jeunes journalistes à se projeter dans l'avenir. Mais pourtant, avant d'entrer en école, on nous demande d'avoir un projet professionnel qui est très précis. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe qui renforce en fait la sensation de désillusion chez les jeunes journalistes ? Alors si vous voulez, effectivement, il faut bien avoir conscience que je n'ai pas travaillé sur des étudiants en journalisme, et ni sur des étudiants en train de préparer le journalisme. Ce sont, pour vous donner la règle que je m'étais donnée, donc c'était en gros un âge un peu pivot qui était 30 ans. Et comme j'ai eu beaucoup de facilité à trouver des candidats, mon mode de recrutement, il est simplissime. J'ai utilisé 3 réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn. Et j'ai dit, est-ce que vous êtes intéressé pour venir parler de votre expérience de journalisme, etc. Donc, si vous voulez, alors, attendez, la question. Rappelez-moi la question. Je suis en train de faire difficulté à se projeter. Comment ? Cette difficulté à se projeter. Oui, alors voilà. On n'est plus du tout, effectivement, dans ce moment où on imaginait ce qu'on allait devoir faire, ce qu'on imaginait qu'on allait pouvoir faire. Là, on est face à des gens qui, pour certains, ont 2-3 ans d'expérience, et pour d'autres ont presque une dizaine d'années d'expérience. Et on voit bien d'ailleurs que entre les premiers et ceux qui ont davantage de recul, effectivement, la perception qu'ils ont de leur métier change sensiblement. Alors, cette difficulté à se projeter, d'ailleurs, il faut bien voir qu'elle a plusieurs dimensions. Elle a une dimension individuelle, c'est-à-dire
comment eux-mêmes ont envie ou peuvent s'imaginer dans quelques années. Mais il y a aussi, moi, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est pas tellement d'ailleurs leur interrogation sur la profession, mais leur interrogation sur certains médias. Donc il y a y compris des problèmes de projection collective. Et là, j'ai été aussi assez, parce que c'est un secteur sur lequel je travaille depuis très longtemps, qui est la presse quotidienne régionale, j'ai été frappé de voir qu'en presse quotidienne régionale, il y a incontestablement une interrogation supplémentaire sur est-ce que ce média existera encore demain. Et là, je pense que j'étais récemment à Nantes au Festival de l'information locale où j'avais à faire justement un topo sur comment la presse locale peut attirer les jeunes et peut les garder. Et c'est un message que j'essayais de faire passer aux cadres qui étaient là, à quel point il y a une nécessité de faire comprendre, de faire une véritable pédagogie qui explique davantage ce que sont les stratégies et les perspectives de cette forme de presse. Dans votre ouvrage, au début d'ailleurs du livre, vous expliquez que cette question du doute qui nous anime tant aujourd'hui n'était pas votre question de départ, mais qu'elle s'était imposée à vous. Et justement, on s'est demandé quelle était la question à l'origine et pourquoi avoir voulu s'intéresser particulièrement aux jeunes journalistes. Alors, une fois de plus, je reviens un peu au paradoxe que vous évoquiez au tout début. Dans cette enquête-là, qui n'avait pas du tout de présupposé d'âge, c'est-à-dire qu'on était parti pareil, du même mode de recrutement. Vous voulez quitter la profession. Alors c'était un peu le contexte, c'était le contexte du Covid, des confinements, etc. Et j'avais observé que sur un certain nombre de réseaux sociaux, des journalistes se disaient « je pense que je vais arrêter, j'en peux plus », etc. Et c'est comme ça qu'était née l'idée de cette enquête. Mais quand on s'est adressé à ces personnes, on n'avait aucun présupposé d'âge, par exemple. Et c'est a posteriori, dans cette enquête-là, qu'on s'est rendu compte qu'on avait un peu trois groupes qui se dégageaient. Le premier qui était un groupe de jeunes, un deuxième groupe qui était plutôt des gens qui avaient la quarantaine, et puis un groupe plutôt qui était de personnes plus âgées, au-delà de 50 ans, etc. Et que dans les trois cas, les configurations étaient assez différentes. Mais ce qui nous avait... Alors bon, c'est du qualitatif, donc tout ce que je vais vous dire ce soir, où on parlera d'ordre de grandeur, de chiffres, méfiez-vous-en évidemment, parce que ça n'a pas valeur statistique du tout. Mais ce qui nous avait quand même taraudé un peu dans cette enquête-là, c'était qu'on avait pratiquement la moitié des personnes qui spontanément s'étaient déclarées oui, j'ai quitté la profession, etc. En dehors donc du chiffre de Samuel Bourron, parce que le chiffre que vous avez donné, les 40% au bout de 7 ans, c'est Samuel Bourron qui avait travaillé là-dessus pour l'Observatoire du métier de la presse. Là, on retrouvait donc cette donnée forte. Et si vous voulez, dans cette enquête-là, il y avait au contraire l'idée de se dire, bien sûr, il y a toujours beaucoup de candidats, etc., mais il y en a 60% qui restent. Donc, quel est leur parcours? Qu'est-ce qui les différencie, vous voyez? Pourquoi certains vont davantage considérer que ce métier leur convient et d'autres moins. D'où l'idée de partir, une fois de plus, sans a priori, sans hypothèse du tout sur le doute, sans hypothèse sur la thèse, sur une thèse qui serait la crise de la profession, la crise des métiers, etc. Mais vraiment d'essayer de faire une espèce de photographie. Vous verrez, si vous prenez le temps de jeter un coup d'œil sur le livre, que ce n'est pas de l'analyse, c'est très peu analytique, c'est vraiment, et c'était une volonté de ma part, que dans un premier temps, parce que cette enquête continue, notamment avec des collègues, notamment belges et suisses, sur le sujet, mais c'était la volonté que dans une première étape, on ait une espèce de photographie. Et que dans l'écriture, d'ailleurs, vous verrez que j'ai repris beaucoup de verbatim, de telle manière à montrer comment les uns et les autres formulent les choses. Voilà. Et vous expliquez aussi dans votre enquête que les jeunes journalistes évoluent dans un environnement inédit que nos aînés n'ont pas eu à connaître. Mais est-ce que c'est pas un peu le cours normal des choses que de devoir s'adapter de génération en génération? Et du coup, est-ce qu'on tombe pas un peu dans la caricature de « c'était mieux avant » ? Non, c'est pas. Alors, je suis vraiment pas du tout
À titre personnel, je ne suis pas du tout dans la problématique de l'âge d'or. Je crois qu'il n'a jamais existé. Non, si vous voulez, c'est vrai que quand on est dans le cambouis, on va dire, ou dans l'action, comme vous l'êtes, hein, on n'a pas forcément, je dirais, le paysage d'ensemble en tête en permanence. Alors, si vous voulez, c'est vrai que quand on reprend les éléments d'une enquête comme celle-là, on se dit... Il y a probablement des moments où je vais dire des banalités du point de vue de la génération. Par exemple, vous verrez, il y a une thématique assez forte autour de la place du travail. La place du travail, trouver un équilibre entre sa vie personnelle et le travail. Il y a aussi, par exemple, on y reviendra peut-être tout à l'heure, un débat ou un questionnement autour de la question de l'actualité, et notamment en arrière-plan de ce débat, la passion ou pas pour la chose politique, pour les institutions, tout ça. Probablement que, et ce n'est pas du tout ma spécialité, mais dans l'avenir, on va retravailler là-dessus, probablement donc il y a des phénomènes générationnels qui interfèrent sans arrêt. Mais, si vous voulez, il faut quand même rappeler, c'est ce que je fais un peu d'ailleurs dans l'introduction du livre, que non, ce n'est pas simplement que c'était mieux avant, c'est qu'on est dans une période très particulière. C'est-à-dire une période dans laquelle, qu'on qualifie souvent de mutation des médias, dans laquelle le numérique, ce n'est pas simplement des opportunités, d'autres manières de travailler, d'autres techniques, mais c'est aussi un paysage des grands acteurs de l'information et de la communication qui s'est complètement transformé. Et notamment dans lequel les grands acteurs du numérique, ceux qu'on connaît tous, les Google, Twitter, etc., et ça on l'a peut-être pas suffisamment en tête concrètement, on le sait un peu comme ça abstraitement, mais si vous voulez, ces grands acteurs ont complètement siphonné ce qui faisait le modèle économique des médias traditionnels. Vous voyez, moi, je travaille pas toujours sur des enquêtes de terrain comme celle-là. J'ai souvent travaillé plutôt en socio-économie du secteur. Donc, je suis comme ça un certain nombre d'indicateurs et notamment tout ce qui touche autour des ressources publicitaires. Et là, si vous voulez, on a des rencontres. Vous avez un organisme qui s'appelle BOM, PIREP maintenant, qui donne périodiquement, c'est même de plus en plus fréquent, tous les trimestres, tous les semestres, etc., les performances publicitaires des grands médias et des autres acteurs. Et si vous voulez, c'est quelque chose d'inimaginable de voir que depuis presque 10 ou 15 ans, pratiquement tous les grands médias, en tout cas la presse écrite, c'est évident, les autres grands médias, c'est un peu plus estompé parfois, mais recule sur le plan du marché publicitaire. Un chiffre, si vous voulez, qui quand même qu'on n'a pas suffisamment en tête. On sait bien que la presse écrite, il y a des moments difficiles où on a souvent eu tendance un peu à cacher le phénomène derrière, pas cacher, mais à masquer un peu le phénomène derrière le thème de crise de la presse écrite. Moi, j'ai toujours travaillé, vous m'avez dit, le premier bouquin sur la presse en 91, on parlait déjà de la crise de la presse écrite. Non, mais là, si vous voulez, plus concrètement, si vous prenez à peu près les 15 dernières années, c'est de l'ordre du tiers du chiffre d'affaires de la presse écrite qui a disparu, purement et simplement. Alors, il faut voir en même temps que c'est les 15 dernières années dans lesquelles cette presse écrite a dû intégrer tout l'univers du numérique, apprendre à travailler sur des sites d'information, apprendre à maîtriser le son, apprendre à maîtriser la vidéo, etc. Autrement dit, elle aurait dû, et elle a souvent dû, beaucoup réinvestir. En radio, en télévision, c'est peut-être moins net, mais même la télévision, qui était un média qui a été très longtemps d'ailleurs privilégié par les grands capitalistes, etc., parce que ça rapportait énormément d'argent. La dernière recension, si vous voulez, publicitaire à laquelle j'ai assisté pour les télévisions commerciales, c'est fondamental, c'était moins 7%, vous voyez, sur les 6 mois qui viennent de s'écouler. Donc on est vraiment dans une période
il faut le rappeler, très particulière. Et ça a des conséquences que moi j'observe, parce que en tant qu'animateur un peu ou co-animateur avec beaucoup d'amis des assises du journalisme, je m'occupe moi de ce qu'on appelle du baromètre social à ce moment-là. Donc année après année, on analyse les chiffres de la commission de la carte, un certain nombre d'indicateurs comme ceux-là. Il faut quand même avoir à l'esprit que depuis 2009 à aujourd'hui, il y a moins 10% de journalistes en France. Dans certains pays voisins, je ne sais pas si voisins que ça, mais aux États-Unis, qui fait souvent un peu référence, à certaines périodes, ça a été jusqu'à moins 30%. En Espagne, c'est moins 30%. Donc, vous voyez, c'est pas simplement qu'on n'est plus dans l'âge d'or, c'est plutôt qu'on est dans une période très particulière de mutation, où on est vraiment articulé entre ces baisses de ressources qui sont générées par les grands acteurs de l'Internet et le fait que, il ne s'agit pas de dire on a moins d'argent, on va faire moins de choses. Non, au contraire, il faut en même temps faire beaucoup plus de choses. Et là, si vous voulez, ce qui apparaît dans cette enquête, là j'anticipe peut-être un peu, c'est que, évidemment, tout le monde est mis à contribution, mais que les jeunes sont quand même peut-être un peu plus mis à contribution encore que les autres dans cet effort très important qu'il va falloir faire. Et ça va se traduire en termes de statut, et ça va se traduire aussi en termes de rémunération et en termes de qu'est-ce qu'on leur demande de faire concrètement. Justement, on aura l'occasion d'aborder ce point précis juste après, mais c'est super intéressant. Et en parlant de ces mutations-là dont vous parlez, c'est vrai que parmi les facteurs de doute que vous invoquez dans votre livre, l'étape de la formation n'est clairement pas exempte de tout reproche, entre représentation trop figée de la profession, absence de préparation à la pige, stigmatisation parfois. Les écoles sont-elles, selon vous, en retard par rapport aux évolutions du métier et aux convictions des jeunes journalistes ? Alors, si vous voulez, d'abord, ce n'est pas une analyse des écoles. Oui, c'est leur regard sur ce qu'a été leur période de formation. Alors, si vous voulez, là, pour le coup, c'est un peu l'avantage ou l'inconvénient de ne pas être tout jeune. Moi, j'ai été une dizaine d'années formateur et même encadrant dans la formation du CFJ, donc dans les années 90, en gros. Donc, si vous voulez, il y a des thématiques, quand ils les abordent, qui sont des thématiques anciennes. Par exemple, si vous voulez, est-ce que la formation est trop professionnalisante ou est-ce que ou pas assez professionnalisante, ou est-ce qu'on n'a pas donné assez de place à la réflexion critique, etc. Si vous retournez vers des bouquins de quelqu'un comme Denis Ruellan dans les années 90, il rappelle déjà que ce débat traversait le SNJ dans les années 30, et que c'est d'ailleurs un clivage qu'il y a eu entre le SJ de Lille à l'époque, etc., et puis la création à Paris de l'Institut français de presse, qui se voulait justement avec le secrétaire général de Bourdon, qui était le secrétaire général du CNJ, qui a été un des animateurs de l'IFP, parce qu'avec l'idée que bien former des journalistes, c'est les former à l'esprit critique. Donc vous voyez, il y a ce type de débat. Après, c'est vrai aussi que vous avez d'autres débats. Certains, comme on l'a vu tout à l'heure, ont été tellement poussés à faire des études brillantissimes pour rentrer en école de journalisme, y compris quelques-uns d'ailleurs étaient partis sur d'autres professions intellectuelles et sont venus vers le journalisme. Et là, du coup, certains vont dire mais le niveau n'y est pas, parce que ils ont l'impression effectivement qu'ils s'imaginaient des écoles beaucoup plus au standard beaucoup plus élevé intellectuellement. Donc vous voyez, il y a ce type de débat. Après, effectivement, il y a des questions qui sont récurrentes, moi que j'ai bien connues quand j'étais dans l'encadrement du CFJ. Oui, les écoles ont énormément de mal à être en phase complètement avec le milieu tel qu'il se transforme. Et quand on est dans une phase de mutation aussi brutale et rapide et changeante que celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est très compliqué, si vous voulez, de trouver
quel est le bon timing, quelles sont les bonnes priorités à mettre à un moment donné. Par ailleurs, si vous voulez, peut-être que c'était d'ailleurs moins le cas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Le paysage des médias s'est énormément diversifié. Hein. Et du coup, on peut avoir à la fois... Ça peut être extrêmement compliqué à l'échelle d'une promotion d'école d'arriver à conduire simultanément des jeunes à la fois à pouvoir travailler dans les chaînes d'information en continu, à la fois à pouvoir travailler sur le service public de la radio, de la télévision, mais aussi à la fois peut-être de travailler dans des médias beaucoup plus longs, dans des médias d'investigation, etc. Alors c'est vrai que probablement il y a des arbitrages qui sont faits. Peut-être aussi les écoles ne sont pas indépendantes de l'univers des entreprises. Hein. Elles savent qu'elles vont devoir proposer ces étudiants dans les entreprises. Peut-être, en tout cas c'est une critique qui est faite parfois d'avoir trop privilégié l'employabilité. Alors après, c'est vrai que vous avez un autre sujet que vous avez évoqué là, donc que je vais pas nier, c'est la question de la... Pardon. Je pense que c'est celui-ci qui nous intéressait. C'est la question de la pige. Et là, c'est vrai que souvent, le reproche arrive de dire qu'on n'a pas suffisamment parlé de la pige ou qu'on en a parlé en termes trop abstraits et que... il faudrait une espèce de mode d'emploi, etc., qui soit donné, vu l'ampleur du problème. L'autre sujet, et là qui est plus embêtant, c'est le fait qu'un certain nombre ont le sentiment que la pige a été plutôt dévalorisée dans le mode de présentation de ce qu'était le journalisme tel qu'il devait se pratiquer, ce qui peut tenir au fait que les enseignants sont en grande majorité, on n'est pas comme dans les universités traditionnelles, avec des enseignants qui ont fait des cursus universitaires, mais on est avec des intervenants qui sont dans les entreprises. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les fait intervenir dans les écoles de journalisme. Et peut-être qu'effectivement, là, il y aurait davantage à faire œuvre de pédagogie pour qu'ils donnent davantage de place à la pige ou à la précarité, et surtout qu'ils ne donnent pas le sentiment que c'est un journalisme de second rang. Je vais vous laisser souffler un peu. Là, cette question, elle va aussi intéresser les premières années qui sont dans la salle. Vous parlez en fait de l'alternance comme le grand mouvement de la décennie en termes de voie d'apprentissage qui représenterait 40% des étudiants journalistes dans les écoles reconnues. Percevez-vous cette voie comme étant plus viable pour s'insérer et se maintenir dans la profession ? Alors effectivement, c'est pas que j'ai accordé une place particulière, mais j'ai trouvé que la question de l'alternance est particulièrement intéressante. D'abord par rapport à un sujet, je suis un peu décalé par rapport à votre question, mais j'y viens. Mais d'abord par rapport à un sujet qui revient sans arrêt, c'est-à-dire est-ce que la profession est trop homogène sociologiquement ? Est-ce qu'on ne se reproduit pas trop entre nous, etc. Et là, si vous voulez, pour moi, le premier apport de l'alternance, c'est vraiment il me semble-t-il, d'ouvrir sur la diversité sociale. J'ai été extrêmement frappé de voir que, alors une fois de plus, les chiffres sont à prendre au conditionnel, j'ai pas loin de l'ordre d'un tiers de mon effectif qui vient de jeunes qui disent venir de milieux défavorisés. Ce qu'ils appellent les milieux défavorisés, c'est des parents ouvriers, des parents employés dans des petites professions de service, voire des petits agriculteurs, des petits artisans, etc. Et là, si vous voulez, c'est pas la représentation qu'on a habituellement de la profession. Et d'ailleurs, certains de mes collègues sociologues qui ont travaillé sur les questions d'évolution de la profession continuaient à pointer le fait que sociologiquement, elle restait trop homogène. Alors,
si vous voulez, c'est le premier aspect de l'alternance. Le deuxième aspect, effectivement, c'est le sentiment qu'on apprend le métier très concrètement, plus concrètement que lorsqu'on est à l'école. Et là, je pense que, dans certains cas, cet objectif est rempli. Parfois moins, dans la mesure où, et c'est certaines critiques de l'alternance, on va demander peut-être trop à des alternants de faire un travail un peu redondant, un travail qui n'est pas forcément très valorisé et qui ne leur apprend peut-être pas tant de choses que ça. Donc ça peut être une limite de l'alternance. Mais si vous voulez, la grande difficulté, et qui répond directement à votre question, c'est qu'alternance n'est pas promesse d'emploi. Pratiquement aucune entreprise, y compris dans le service public, ne développe le secteur de l'alternance en se disant « voilà mes futurs salariés, voilà mes salariés de demain ». Peut-être qu'un jour, oui, ils viendront, mais avant, il faudra qu'ils fassent leurs preuves dans le métier. Donc, si vous voulez, cette idée qu'il y aurait une articulation simple entre les deux est fausse, et va jouer un rôle très important par rapport au problème que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que, en sortant d'alternance, on connaît malgré tout la précarité. Et on la connaît sous toutes ses formes, pige, succession de CDD, etc. Mais cette question de cette précarité, de ce temps de précarité qui va intervenir après l'alternance, n'aura pas du tout la même conséquence selon qu'on est issu d'un milieu qui peut vous accompagner. Par exemple, la très grande majorité de ces jeunes ont des parents qui sont dans l'enseignement. Et ces parents savent qu'ils vont devoir accompagner leurs jeunes sur le plan du logement, peut-être de l'aide financière, de l'aide psychologique, enfin, etc. Mais quand on est enfant de milieux qui ont beaucoup moins de moyens de vous accompagner, d'autant que, comme on est toujours en France avec une profession qui est pour moitié à Paris, et en région parisienne, or moi je trouve, je ne sais pas si c'est statistique, mais que de très nombreux de ces jeunes viennent de région. Donc ça veut dire que de nombreux de ces jeunes vont devoir se loger en région parisienne alors que leurs familles n'y sont pas, et qu'il va falloir donc éventuellement pouvoir, par le biais d'une aide financière, d'un ami, d'un cousin, etc., pouvoir trouver un lieu d'hébergement qui va durer quelques années. Et là, si vous voulez, il y a une espèce d'occasion manquée, un peu, en tout cas pour l'instant, dans le fait qu'on s'aperçoit que dans ces 40% que vous évoquiez au début de qui quittent la profession, très nombreux sont ceux qui viennent de ces milieux moins favorisés. Justement, quand on a lu le livre chacun de notre côté avec Emma, on s'est tous les deux dit, sans vraiment se concerter, que ça nous a un peu donné le bourdon, ça nous a un peu rendu triste par rapport à l'avenir. Et c'est vrai que votre livre dépeint globalement un tableau clairement pessimiste, voire parfois apeurant, de la profession. On se demandait où se trouve l'espoir dans tout ça. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour les jeunes journalistes ? Oui, alors d'abord, c'est vrai que tous les parcours ne se valent pas. Ça ne veut pas dire que tous les individus ne se valent pas. Hein. Alors, peut-être que d'ailleurs tous les individus ne se valent pas, mais je dis que tous les parcours ne se valent pas. C'est-à-dire qu'un parcours de jeune journaliste, mais ça c'est pas une révélation, vous le savez tous, mais
il est fait pour beaucoup de rencontres en école, notamment avec un certain nombre d'encadrants. Il est fait aussi en école au travers des stages qu'on va faire, au travers, lorsqu'on est en alternance, des équipes qui vont vous accueillir en alternance. Et donc il y a déjà un premier facteur qui est que certains vont rencontrer des personnes qui vont être extrêmement positives pour leur manière de s'orienter, pour leur manière d'avancer. Et puis il y a aussi des concours de circonstances, il y a des circonstances, qui vont faire que, par exemple, effectivement, vous faites une alternance, mais il faut trouver une entreprise, comme vous le savez. Cette entreprise, toutes les entreprises n'ont pas les bras ouverts de la même manière, etc. Vous vouliez faire de la radio, vous fantasmiez sur Radio France, vous allez faire de la radio à RMC ou à Radio Classique. C'est sans avoir de jugement de valeur sur les uns et sur les autres, mais disons que ce n'est pas forcément ce que vous aviez donc imaginé. Donc une fois de plus, j'insiste là-dessus, c'est pas du tout la volonté, disons, le fait de parler de doute, c'est pas le fait de présenter une profession comme étant condamnée, mais c'est qu'effectivement, il y a des voies qui sont plus ou moins difficiles, d'abord, en tant que telles, et puis il y a des voies qui correspondent plus ou moins à ce que les jeunes ont envie de faire. Alors, par exemple, si vous voulez, une des données qui m'a beaucoup frappé, on va dire les motivations de départ, c'est souvent profession utile, être au service des gens, jouer un rôle important pour la société, pas dans la société, mais pour la société. Et puis quand on est dans le métier soi-même et qu'on commence à évaluer ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, ça va être beaucoup le terrain, ça va être beaucoup avoir le temps de travailler pour faire des choses, avoir plutôt la possibilité d'identifier des sujets qui vous intéressent soi-même, mais aussi qui vont intéresser les autres. Donc vous voyez, il y a toute une série de facteurs. Il y a le fait, par exemple, de pouvoir expliquer, de pouvoir entrer dans la complexité des problèmes, etc. Ça, c'est très, très dominant dans ce public de jeunes journalistes. Or, si vous regardez le paysage des médias, eh bien, c'est pas ce qu'on va leur proposer. En majorité. Mais là encore, c'est pour ça que je dis qu'il y a aussi la question des circonstances. Dans certaines rédactions, on peut rencontrer un contexte où on va trouver partiellement ce qu'on cherchait ou totalement ce qu'on cherchait. Vous voyez, par exemple, j'ai quelqu'un en tête là qui est en presse régionale, quelqu'un d'ailleurs qui n'a pas ce parcours que j'évoquais tout à l'heure, troisième, etc., mais quelqu'un qui voulait faire de la recherche. Et puis s'est rendu compte que le métier ne lui plaisait pas, etc. Elle est partie vers le journalisme. Elle est en presse régionale, en presse locale. Elle fait un travail qui pourrait paraître à d'autres comme très éloigné de ce que serait le modèle que j'évoquais tout à l'heure, sauf que elle est tombée sur un encadrement qui a bien identifié chez elle ce goût pour l'enquête, cette capacité à analyser des problèmes complexes, etc., et qui lui a ouvert un espace, une fois par mois, quelques jours, où elle a effectivement la possibilité de réaliser ce type de contenu, ce qui, dans le journal, d'ailleurs, se traduit par 2 pages qui lui sont consacrées. Voilà, si vous voulez, quelque chose qui pourrait paraître assez éloigné de ce qu'on imagine aujourd'hui des conditions de travail dans la presse régionale, mais qui font que les circonstances vont lui permettre effectivement de trouver quelque chose qui lui satisfait. Alors, il y a aussi d'autres contextes, c'est-à-dire que certains, par chance peut-être, ont d'autres aspirations ou d'autres intérêts complémentaires de leur activité journaliste. Un cas, par exemple, quelqu'un qui
s'est toujours passionné pour l'informatique, avant même l'école de journalisme, etc. Et là, c'est, je dirais, le seul cas de passage direct de l'alternance à un CDI pratiquement, et dans un quotidien économique du matin. Parce que, grâce à cette passion de l'informatique qu'il avait, grâce à son école de journalisme, il a pu faire le lien avec le journalisme, le data journalisme, qui, dans cette rédaction-là, c'est lui qui a créé le data journalisme en tant qu'alternant, et c'est lui qui aujourd'hui fait. Alors, d'autres, par exemple, c'est plus répandu, ont une passion pour la vidéo, ont développé des formes de vidéo, etc. Et là aussi, j'ai quelques exemples de gens qui vont très vite avoir d'abord un poste stable, mais aussi la possibilité de s'exprimer en vidéo, grâce à cet espace qui s'est ouvert dans beaucoup de médias pour les nouveaux réseaux sociaux, enfin ce qu'on appelle les nouveaux réseaux sociaux, type TikTok, Snapchat, etc. Et donc, vous avez... Et puis alors, autre cas, mais après je m'arrête, qui peut paraître encore plus paradoxal, une journaliste qui a fait des études de maths, qui a fait la spécialité journaliste scientifique à l'ESJ. Moi, la première fois que je l'ai interviewée, elle n'était pas sortie depuis très longtemps de cette formation. Je me suis dit, ouille, comment ça va se passer, quoi ? Parce elle galérait encore pas mal, etc. 2 ans plus tard, voilà quelqu'un qui, en tant que pigiste, parce que elle a envie de rester pigiste, du coup, s'exprime très bien dans ce qu'elle a envie de faire, etc. Mais vous voyez, elle est dans une niche hyper pointue. Alors, il y a comme ça des circonstances qui vont plus ou moins favoriser les... Et puis, bon, si vous voulez, il y a des choses qui sont... on n'est pas dans le noir ou dans le blanc. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est des éventails. Après, si vous voulez, les uns et les autres arbitrent. Il y a aussi tout ce qui va intervenir dans leur vie personnelle. Est-ce qu'à un moment donné, ils ont le sentiment que ça vaut la peine de travailler 90% de son temps, de sa vie, oui. Ou d'autres vont dire non, c'est pas ça, d'autres le disent. Vous voyez, et puis il y a par exemple ce choix que font certains de se dire bon, décidément, la vie en rédaction, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, mais la pige choisie, ça existe. Il existe des collectifs de journalistes. Ils ont eu l'occasion, là encore, circonstance, d'en rencontrer. Et ils développent leur activité dans ce cadre-là. Bien sûr. Justement, on aura l'occasion d'aborder de nouveau ce que vous appelez la pige choisie. Mais je voulais juste rebondir sur cette question du doute et cette lueur d'espoir qui visiblement est plus individuelle que systémique d'ailleurs. Dans votre livre, vous évoquez le fait qu'il est plus dur de s'ancrer dans la profession pour les personnes qui viennent de milieux modestes et les personnes racisées. Est-ce que, en réalisant votre enquête et en la sortant du coup, vous n'avez pas eu peur de dissuader ces personnes-là ? Alors moi, ça doit être parce que je suis un optimiste crasseux, mais j'ai plutôt le sentiment, si vous voulez, que en mettant le sujet sur la table, on va peut-être un peu plus en discuter, si vous voulez. Parce que ça fait quand même une vingtaine d'années, au moins, parce que une trentaine d'années même, que j'ai été amené à travailler sur ce qu'on a appelé les écrans blancs, la diversité dans les rédactions, etc., avec y compris des écoles qui ont essayé de prendre ce problème à bras-le-corps. Hein. Moi, je me souviens très bien de Pascal Guéné à l'IPJ lorsqu'il crée l'apprentissage à l'époque, hein, on disait, une filière d'apprentis de même niveau que l'autre, pas du tout, qui ne peut pas être traitée comme une sous-filière, etc. Il a déjà cette idée qu'il faut se prendre à bras le corps cette question de la diversité. Mais c'est vrai que on n'a pas beaucoup avancé, et je ne pense pas que ce soit, si vous voulez, en faisant comme si le problème ne se posait pas trop.
qu'on dissuadera les gens, quoi. Non, je crois qu'au contraire, il faut le dire. Il faut dire aussi que le problème a pris suffisamment d'importance pour qu'aujourd'hui, il y ait un collectif qui soit créé sur ces questions-là. Et j'espère qu'effectivement, ce collectif va d'une part faire en sorte que davantage de jeunes qui ne s'imaginent pas forcément dans une situation facile par rapport à l'entrée dans la profession, mais vont peut-être davantage le faire, mais surtout que leurs encadrants prennent davantage conscience des bévues qu'ils peuvent faire dans leur manière de s'adresser et de travailler avec des jeunes qui ne sont pas effectivement dans le profil le plus classique, quoi. Et justement, là, vous parliez de se constituer en collectif, mais vous avez aussi parlé dans votre livre d'une forme de solitude ressentie par les jeunes journalistes qui sont plongés tout au long de leurs études dans une sorte d'entre-soi. Est-ce que vos enquêtés vous ont exprimé les difficultés qu'ils ont ressenties au moment de quitter cette bulle? Donc cette fois-ci, des jeunes journalistes qui sont partis de la profession et qui, du coup, ont mal vécu de sortir de cet entre-soi, de cette bulle. Attendez, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Là, en tout cas, je voudrais rebondir sur cette question effectivement de la solitude. Une fois de plus, on est face à... Je le répète, vous allez dire, parce que je voudrais surtout pas, parce que c'est une image qui va revenir sans arrêt. Oui, mais c'est pas. Vous nous dites qu'ils ont imaginé un journalisme un peu idéal, etc. Donc, ils sont gentils, mais bon, etc. Ils idéalisaient trop, enfin, etc. Non, ils n'idéalisaient pas. Ils savent ce qu'ils ont envie de faire, ils savent ce qu'ils aiment faire, mais ils savent aussi ce qu'on va leur demander. Et donc, au contraire, je pense que j'ai jamais connu, je crois, de jeunes journalistes qui imaginaient, qui avaient été à ce point sensibilisés au fait que ça allait être difficile. Donc, et parmi effectivement ces difficultés, quand ils décrivent ce passage de l'école à l'entrée dans la profession, effectivement, ils ont tous, certains ont des phrases très... Ils disent que c'était vertigineux, c'est le saut dans le vide, c'est effectivement cette question de la solitude qui va se poser. Et comme, puisque là on n'en a parlé qu'en termes un peu généraux, mais comme effectivement la précarité va être le passage obligatoire pour tout le monde, mais pour tout le monde, mais il faut quand même voir que pour beaucoup ça va rester. Vous avez certainement ce chiffre, mais j'ai demandé à la commission de la carte de me sortir la statistique de combien de journalistes de 30 ans et moins de 30 ans sont dans un statut de précarité, donc CDD ou pige, c'est 66%, c'est 2 sur 3. En réalité, c'est plus parce qu'un certain nombre de ceux-ci n'ont pas la carte de presse en plus, pour différentes raisons, parce qu'on leur a demandé de travailler en auto-entrepreneur, parce qu'on leur a demandé de travailler en intermittent du spectacle en audiovisuel, par exemple, ou parce que tout simplement, ils n'ont pas réussi à accumuler suffisamment de revenus dans le journalisme même pour pouvoir avoir la carte de presse. Donc c'est cette question de la précarité, souvent on l'identifie à la notion d'insécurité, mais aussi effectivement à la notion de solitude. En revanche, si j'ai compris un peu votre question, en revanche, à la sortie de la profession, personne, enfin, si vous voulez, je me trompe peut-être, mais dans les personnes que j'ai interviewées, personne n'a quitté la profession comme ça, en disant « je me jette dans le vide et puis je verrai bien ». Non. L'avantage d'être dans le métier, d'avoir quand même si on est en pige, un volume de pige, ou si on a fait des CDD, même si on en a marre de tous ces CDD, etc., c'est que ça a permis quand même de réfléchir à ce qu'on pourrait faire par ailleurs. Et ce qu'on pourrait faire par ailleurs, si vous voulez, il faut là encore, c'est là que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand on a fait des études longues en sociologie, en histoire géo, en lettres, en économie, enfin, etc.,
on a des gens on a gardé des copains de ces études qu'on a eues en master, en licence et en master. Et eux, on les continue à les voir, on discute de ce qu'ils font. Et c'est d'ailleurs souvent un problème d'arbitrage. On se dit, mais comment ça se fait que moi, ça fait 5 ans que j'ai quitté l'école et que je suis encore au SMIC et que je suis encore précaire, etc. Et eux, qui sont dans tel ou tel secteur, eh bien, ils ont trouvé des postes fixes, ils ont trouvé des niveaux de revenus plus élevés. Et puis, alors là, moi, ça m'a toujours frappé, ça m'a beaucoup frappé. Alors, pas tellement dans cette enquête-là, mais plutôt dans celle-là, sur ceux qui ont quitté, c'est que les gens vous décrivent des situations où ils se trouvent, où ils considèrent qu'ils sont mieux accompagnés dans les nouveaux univers professionnels dans lesquels ils vont. C'est-à-dire que ce soit dans la com, que ce soit dans l'enseignement, dans le numérique, puisqu'un certain nombre vont aller vers le numérique ou le marketing, tous nous disent, certes, j'ai une forte frustration d'avoir quitté la profession, c'est pas ce que je voulais faire que de la quitter, mais je souffle pour des questions de statut, je souffre pour des questions financières, et je souffre parce que je suis dans des univers plus accueillants. Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est assez perturbant de voir que le contexte des rédactions aujourd'hui, en tout cas pour les jeunes journalistes, n'est pas accueillant, pas suffisamment accueillant, et que pour certains, ça finit par devenir un gros problème, quoi. C'est intéressant que vous nous parliez de ça, parce qu'on avait une question justement un peu plus positive sur notamment la pige choisie et des personnes qui ont bien vécu leur période à la pige, tant professionnellement en fait que financièrement. Est-ce qu'il y avait des points communs justement dans l'approche vis-à-vis des employeurs ou dans l'organisation par exemple, des personnes que vous avez interrogées et qui ont bien vécu leur pige? Est-ce qu'il y avait des points communs dans l'approche vis-à-vis des employeurs, dans l'organisation, vous avez relevé? Là, si vous voulez, dans ce genre d'enquête, c'est difficile. On est trop sur même s'il y en a une centaine, mais on est trop sur des trajectoires individuelles. Si vous voulez, la pige choisie, comme ça peut être à un moment donné le déclencheur. Bon, déjà. Pour pouvoir... on ne se lance pas dans la pige choisie comme ça. C'est d'abord parce qu'on a le sentiment d'avoir acquis un savoir-faire. On a l'impression... On ne se lance pas dans la... C'est pour ça, quand on parle de pige dès la sortie de l'école, là, on appelle la pige subie. Mais quand on parle de pige choisie, ça veut dire que ce sont des gens qui ont le sentiment qu'ils maîtrisent bien leur truc. Qu'ils ont la solidité professionnelle qui va leur permettre, effectivement... de faire face. Ensuite, souvent d'ailleurs dans ce moment d'expérience professionnelle, ils vont avoir développé des contacts au sein des rédactions, de cadres, etc., qui vont être des commanditaires possibles. Donc ils ont un réseau qui leur permet de considérer que c'est jouable. Parfois aussi, il y a des dimensions de collectif qui jouent. Alors là encore, quand je disais tout à l'heure, il y a des circonstances très différentes. Vous avez des promos d'école qui constituent des collectifs et qui continuent à entretenir de fortes relations entre les uns et les autres et qui vont être des aides pour justement des conseils, éventuellement de dire c'est peut-être le moment que tu devrais choisir pour tenter la pige plutôt que ce que tu fais. Il y a parfois des rencontres avec des collectifs. Certains vont rencontrer We Report parce qu'ils ont envie de faire du reportage, d'autres vont rencontrer tel collectif local ou avec quelqu'un qui localement est dans un collectif qui va leur dire « Tu sais, ça peut être intéressant, tu vas avoir un lieu de travail, on a aussi une procédure de type conférence de rédaction, enfin, vous voyez, des choses comme ça. » Et donc, effectivement, ça va permettre d'accompagner. Alors, c'est vrai que... et puis, il y a parfois aussi, dans le déclencheur, des clashs au sein des rédactions. C'est-à-dire un
un problème de harcèlement dans une rédaction, un affrontement trop fort, etc. Et là, on se dit, c'est le moment de passer à la piste choisie. Et dans cette piste choisie, ce qui me frappe beaucoup, c'est souvent, mais ça, j'avais déjà rencontré ça dans l'enquête précédente, c'est le fait de se dire, j'ai retrouvé, ce journalisme que j'avais envie de faire. Hein. Les collectifs, parfois, donc vous aident d'autant plus que les collectifs, parfois, apportent des opportunités, y compris de projets communs. Hein, vous avez par exemple un collectif comme YouPress, qui a développé, là, sur une longue période, toute une série de dossiers sur la question des femmes politiques qui ont été assassinées, qu'on a fait une série, qui est en train d'en faire une BD. Donc vous avez des projets comme ça, éditoriaux, communs, propres au collectif. Vous avez aussi des choses qui se développent au niveau de l'EMI, etc. Donc si vous voulez, mais il y a toujours effectivement le revers qu'il ne faut pas se cacher. C'est quand on est on a un statut de pige, c'est plus compliqué de se loger, c'est plus compliqué, etc. Voilà. C'est plus compliqué de le faire seul, sans être avec un compagnon, par exemple, qui vous accompagne. Juste un petit point timing. Fini ? Ok. Bon, ouais. Une toute dernière question, ouais. Ok. Il est l'heure ? Ouais, il va être l'heure. Bah justement, on va prendre un temps après pour pouvoir répondre aux questions du public. Une toute dernière question. Du coup, il faut que je la choisisse bien, j'imagine. C'est ça. On va prendre celle-là. Cet échange, du coup, approche maintenant de la fin. Et c'est vrai que même si vous... c'était dans le texte, du coup, je l'ai lu vraiment de manière robotique. Même si vous dressez un peu un constat assez dur sur la situation des jeunes journalistes, on voit que, mine de rien, d'un point de vue individuel en tout cas, il peut y avoir, parfois, de temps en temps, à certains égards, des lueurs d'espoir. Est-ce que dans quelques années... on pourra peut-être voir un prochain livre qui s'intitulera « Journaliste, l'heure du renouveau ». Alors là, écoutez, je n'en ai aucune idée, parce que je suis parti sur cette enquête-là en me disant je vais chercher ceux qui sont heureux. Et j'en ai trouvé, mais je n'en ai pas trouvé autant que je l'aurais voulu, quoi. Mais si vous voulez, il ne faut pas non plus... le doute, hein, c'est vrai qu'il est assez général, mais il ne porte pas... Ce qui est très général n'est pas forcément ce qui est le plus violent à vivre. Je veux dire par là que pourquoi j'ai effectivement titré sur l'heure du doute, parce que c'est vrai que tout le monde doute, mais pas dans les mêmes proportions et pas sur les mêmes choses. Un certain nombre de ceux que j'ai interviewés ont le sentiment que ce qu'ils font les intéresse plutôt, certains les intéressent vraiment, d'autres se disent ça va s'arranger, hein, je vais réussir à aménager les choses avec y compris des projets personnels, etc. Mais ce qui m'a conduit à quand même prendre cette espèce de doute transversal, et c'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, et qui pèse, et là je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi virulent, c'est la question du rapport à la société. Je pense qu'aucune autre génération alors peut-être que les choses ont évolué très vite et que toutes les générations sont en phase avec ça, mais moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est à quel point ils sont affectés par un rapport de la société à leur égard qui n'est pas bienveillant. Alors bon, c'est toute la thématique de la défiance, etc. Mais si vous voulez, pour eux, la défiance, ça prend plusieurs dimensions. Ça prend évidemment une dimension. Bon, on sait qu'on n'est pas bien aimé, il y a des sondages, des baromètres, etc. Bon, c'est pas très agréable de le savoir. Mais ceux qui vont sur le terrain, parce qu'il y en a heureusement qui vont sur le terrain, ceux qui vont sur le terrain et qui y vont lorsqu'il y a des mouvements sociaux importants, hein, moi j'en ai plusieurs qui ont travaillé sur les gilets jaunes, sur le mouvement sur les retraites, sur les anti-vax, etc., eh bien, ils découvrent là des contextes extrêmement virulents à leur égard. Ça peut être des insultes, ça peut être du matériel cassé, ça peut être des coups. Et puis, dans le cas des Gilets jaunes, c'était tous les samedis et dimanches. Hein, donc, il y a un phénomène de... Ensuite, un certain nombre d'entre eux
parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils maîtrisent sur le bout des doigts les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pour eux. La rédaction, elle est présente sur les réseaux sociaux par eux. Eh bien, ça veut dire en même temps que c'est eux qui supportent tout le poids de l'agressivité, de la haine, on dit souvent, etc., à l'égard, effectivement, de ce qui peut être produit par leur propre rédaction. Et puis, il y a un autre niveau qu'on n'a pas toujours tellement en tête, c'est celui de leurs sources. Eh bien, là aussi, le rapport aux sources, il n'a pas toujours été bienveillant, mais il est souvent particulièrement difficile, peut-être encore plus difficile parce qu'on est jeune, on est traité comme des gamins. Notamment les femmes disent qu'elles sont toujours traitées comme des gamines, avec parfois des termes utilisés par les sources qui sont quand même assez incroyables. Bon. Donc, il y a aussi... Et puis, il y a cette espèce de, si vous voulez, de petit signal. Oui, d'accord, je réponds à votre interview, mais je veux le relire. Donc, il y a toujours cette espèce de... Et puis, moi, je n'avais pas cette conscience-là. Il y a le fait qu'ils ont des familles, qu'ils ont des groupes de copains, et qu'ils en ont marre de devoir défendre leur profession à chaque fois qu'ils se rencontrent avec d'autres, etc. Et c'est possible que justement le public ait des expériences communes par rapport à ça. On va leur laisser la parole s'il y a des questions. Oui, donc le principe donc des questions, c'est qu'on va vous laisser les poser à voix haute. Il n'y aura pas de micro qui se baladera. Et nous, on va devoir les répéter tout simplement parce qu'il y a un enregistrement pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes. Donc voilà, on vous laisse la parole. Ça peut être des commentaires aussi. C'est-à-dire de dire si vous y retrouvez pas, c'est pas du tout comme ça, etc. Quelle est l'interview qui a le plus marqué Jean-Marie Charon pendant son enquête ? Alors, écoutez, je ne peux pas répondre parce que je suis très empathique. Donc, ce sera toujours le dernier que j'ai fait, vous voyez. Non, si vous voulez, ça dépend. Il y a des... Comme j'ai affaire à des gens qui sont passionnés... donc parfois, certains, ce qui va être extrêmement séduisant, c'est leur manière de se projeter, je dis qu'ils ne peuvent pas se projeter, mais de ce qu'ils aimeraient faire, etc., ce qu'ils adorent faire, etc., le rôle qu'ils s'imaginent pouvoir jouer dans la société, auprès des gens, etc. Donc ça va être ça qui va être extrêmement frappant. Il y en a d'autres, effectivement, ça peut être la difficulté de leur vécu, ouais. Il y en a un certain nombre. Là, j'ai interviewé, parce que l'enquête continue un peu, là, j'ai interviewé quelqu'un là, qui a 3 ans, 4 ans d'expérience, qui est de nouveau arrêté en burn-out, qui a déjà été arrêté en burn-out, qui ne sait plus quoi faire, quoi. Qui adore ce métier. Enfin, et donc, quand vous ne sortez pas indemne de ce genre d'échange, quoi. Donc, tout d'abord, merci pour cet échange et ce livre qui va bientôt sortir. Je ne l'ai pas encore lu, enfin, je n'ai pas pu le lire parce qu'il va sortir début novembre. Vous avez dit il y a 2-3 jours dans l'émission d'Arrêt sur Image de Loris Guémard des choses qui sont assez intéressantes et qui font écho à mon propre parcours. Moi, je n'ai pas, c'est juste un commentaire que je veux faire, mais moi, je n'ai pas pu accéder aux écoles de journalisme alors que j'avais postulé plusieurs fois. Mais en fait, je me suis rendu compte que je me reconnais dans l'enquête que vous avez écrite, à savoir un épuisement de ce métier, une lassitude, alors même que je n'y ai même pas mis les pieds, en fait. Et ça m'a poussé, en fait, la parution de votre livre m'a aussi poussé à publier mon témoignage qui a été mis sur Twitter et qui a eu beaucoup d'échos, où je me suis dit, où j'ai vraiment décrit avec précision, chronologiquement, ma déception vis-à-vis des écoles de journalisme, qui, à mon sens, en fait, notamment, il y a beaucoup de reproches, mais notamment, bloquent l'accès aux personnes qui ne sont pas favorisées ou qui ne sont pas, en fait, qui sont issues de la diversité, en fait. Et ça s'est confirmé cette année quand j'ai vu les têtes des promos des écoles de journalisme. Donc ça a encore confirmé mon dégoût, mon amertume, mais ce qui m'a beaucoup, en fait, ce
ce qui m'a aussi poussé à publier ce témoignage, c'est les retours que j'ai eus. Donc je ne suis pas la seule dans cette situation, mais ça m'a aussi poussé à explorer d'autres voies, à part les écoles, d'autres voies en fait pour accéder au journalisme. Mais je vois que dans votre enquête, vous dites que les gens qui sortent des écoles ou de la formation sont aussi fatigués. Donc on est fatigué avant, pendant, après. Moi je sais pas. Moi je sais vraiment pas. Donc en fait, moi aussi je suis en proie à ce doute. Alors je répète que je n'ai même pas mis les pieds dans ce métier en fait. Et je me reconnais en ces élèves, en ces ex-étudiants en journalisme qui sont fatigués. Et je le vois même sur Twitter, des journalistes de moins de 30 ans qui veulent quitter la profession parce qu'il n'y a pas de taf et il n'y a pas de rémunération. Encore plus quand on est issu de la diversité et qu'on est dans un milieu modeste, on ne peut pas se permettre d'être toute notre vie, on va dire, dans une précarité, c'est intenable. Donc en fait, voilà, c'est juste un commentaire que je voulais faire parce que l'apparition de votre livre m'a poussé en fait à en parler publiquement. Je sais que je deviendrai journaliste, je sais que j'en ai les capacités, mais est-ce que ce milieu veut de moi? Ça, c'est le doute justement. Oui, merci beaucoup pour votre témoignage. Alors moi, je ne peux pas répondre directement à votre témoignage, sinon que ça m'incite, si vous voulez, quand même à insister sur quelque chose que je mets un peu en relief, d'ailleurs, lorsque je parle de la manière dont les jeunes vont être accompagnés, conseillés pour aller vers la profession. On arrive, quand je disais tout à l'heure qu'ils étaient prévenus, que ça allait être compliqué, etc., je me suis rendu compte peut-être que, probablement pour des raisons de bienveillance, on a tendance à dresser un parcours type d'accès à la profession qui est probablement trop rigide. C'est-à-dire que beaucoup d'enseignants de secondaire, par exemple, ou d'université, mais surtout de secondaire, lorsque des jeunes viennent les voir en leur disant « j'ai envie de devenir journaliste », etc., on leur dit « Sciences Po, école de journalisme reconnue ». Et donc, ça veut dire tout de suite est-ce que tu es excellent dans toutes les matières, enfin, etc. Enfin, vous voyez, tout de suite, il y a un standard qui est posé, qui est extrêmement... déjà, qui crée un phénomène d'exclusion, comme vous le disiez. Alors, je crois, moi, en tout cas, c'est un peu un... Alors, il ne faut pas non plus... comment dire, créer des illusions peut-être, hein, mais je me rends compte quand même que sur cette centaine de parcours, il y en a un certain nombre qui sont atypiques. Par exemple, même s'ils sont jeunes, un certain nombre vont emprunter parce qu'ils sont intéressés par un domaine, parce qu'ils vont emprunter les ressources de la formation continue. Alors, c'est moins sélectif en termes de... En tout cas, pardon, c'est pas les mêmes obstacles. Le problème de la formation continue, que ce soit les MICFD, ou que ce soit au CPJ, ou que ce soit à l'ESJ Pro, il y en a probablement d'autres, mais là j'ai ces trois-là en tête, c'est qu'il faut trouver une entreprise pour l'alternance. Donc effectivement, certains vont réussir à trouver ces entreprises, d'autres pas, et ils ne vont pas pouvoir concrétiser ce projet. Mais il y a un certain nombre de gens, dans les parcours que j'ai observés, qui ont fait ce parcours-là, donc qui ne sont pas passés par les écoles reconnues, qui n'ont pas forcément un bagage universitaire transcendant, mais qui sont revenus vers la profession par ce biais-là, et qui ont trouvé des points qui leur conviennent. Par exemple, là, j'ai en tête quelqu'un qui est... Alors, parfois, d'ailleurs, les choses se déplacent. Une personne qui était très bonne, très passionnée en photo, etc., qui est revenue vers la formation continue en journalisme en pensant faire du photojournalisme, qui a fait l'EMI-CFD, et puis aujourd'hui, elle est dans un magazine à Lyon, où elle s'occupe des rubriques culturelles, etc. Elle ne fait plus une photo. Mais vous voyez, il y a aussi des parcours comme ça qui peuvent, de la même manière, alors c'est vrai que je n'ai pas énormément de cas, mais j'ai un cas d'un garçon, dans ma région d'ailleurs, même dans ma ville,
qui est rédacteur en chef d'une petite rédaction numérique. Hein. Je ne veux pas dire que ce soit le paradis, parce que c'est très très intense comme travail. Ce garçon, il a raté toutes ses études universitaires. Il n'a pas non plus réussi les alternances, etc. Donc, mais alors, il a multiplié les stages, et il a probablement accepté de galérer comme c'est pas possible, mais c'est pour dire qu'il y a aussi des choses comme ça. Il y a quelques personnes dans mon échantillon de gens. Là, il y a une jeune femme qui est en train de s'installer dans l'activité de documentaire. Donc, elle est dans le journalisme, mais presque plus complètement dans le journalisme. Alors que, essentiellement, elle a fait en revanche, elle a fait Sciences Po, mais pas du tout une école de journalisme. Et elle a réussi à entrer dans la profession en utilisant à fond quelque chose que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les outils contemporains qui permettent de faire du journalisme sans être journaliste. C'est-à-dire elle a bossé énormément sur Instagram, sur YouTube, etc. Et elle a fini par ce biais-là, par s'imposer comme dans cet univers donc de l'image là. Donc vous voyez, il y a aussi... Mais alors, ce qui est compliqué dans mon cas, par rapport à votre question, j'ai envie de dire, il ne faut pas non plus fermer toutes les portes en se disant suivez le chemin idéal. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres chemins, toujours, il y en a encore quelques-uns, mais il faut être conscient que les concours de circonstances et l'engagement à y mettre joue un rôle encore plus fort, quoi. Il y a un des fils conducteurs entre vos deux derniers ouvrages qui est la question du vécu des journalistes en rédaction, des risques psychosociaux et de la santé mentale des journalistes. Quel constat est-ce que vous faites après ces deux travaux sur à la fois les connaissances des journalistes, la préoccupation sur leur propre santé mentale et peut-être les évolutions entre la première enquête et la deuxième enquête? Du coup, la question, je vais essayer de bien la formuler, c'est vous faites clairement un lien entre votre enquête Hier journaliste et votre nouvelle enquête Jeune journaliste l'heure du doute, et le fil conducteur, c'est la santé mentale, les troubles psychosociaux des journalistes. Qu'est-ce que vous faites comme bilan à l'issue de ces deux enquêtes sur ce plan-là ? Tout à fait. Alors effectivement, dans l'enquête sur les journalistes qui ont quitté la profession, nous avions essentiellement identifié la question du burn-out. Et effectivement, de burn-out lourd, de gens arrêtés plusieurs années et qui, dans le cadre de leur parcours pour aller mieux, étaient amenés et conseillés à sortir de la profession. Donc ça, c'est effectivement un cas de figure qu'on avait vu beaucoup. Là, si vous voulez, ça prend une autre forme. Peut-être que si on avait d'ailleurs plus creusé dans l'ancienne enquête, on aurait trouvé aussi des éléments plus diversifiés. Moi, la première chose qui m'a frappé, c'est le nombre de ceux... Alors là, peut-être qu'il y a un phénomène générationnel encore. Là, en lisant le bouquin de Salomé Saké là, sur les jeunes, mais par exemple, le fait d'être accompagné par un psy, c'est presque généralisé. Donc ça, bon... Alors, et en général, puisque c'est généralisé, souvent, effectivement, il y a un lien qui est fait avec le fait de pouvoir continuer à travailler. J'ai besoin d'un soutien, etc. Deuxième observation qui m'a beaucoup frappé, là plutôt dans vos métiers, puisque vous n'avez pas dit au début que vous étiez dans l'audiovisuel plutôt, dans les métiers d'audiovisuel, dans les métiers de radio, c'est le nombre de ceux qui sont obligés de prendre des médicaments pour travailler. Et notamment pour tout ce qui est prise d'antenne. Et donc ça, mais en fait, en grattant après, je me suis rendu compte que beaucoup d'autres aussi. Donc des médicaments pour se soutenir psychologiquement, etc. Et puis, effectivement, il y a... là encore, statistiquement, ça n'a pas beaucoup de sens, mais on ne doit pas être loin entre le quart et un tiers qui ont été confrontés à des épisodes de burn-out. Alors évidemment, ça ne prend pas les mêmes formes,
Et en plus, ce qui m'inquiète, enfin ce qui perturbe un peu les choses, c'est qu'on est aussi dans une génération où la notion de burn-out est un peu banalisée. Hein. Donc certains vont dire j'ai fait un burn-out, je me suis arrêté un week-end, etc. Mais on voit quand même un nombre assez important de jeunes qui sont arrêtés par leur médecin, souvent alors qu'ils n'ont pas forcément d'ailleurs envie de s'arrêter. Et puis on retrouve bien chez un certain nombre d'entre eux ces manifestations physiques du burn-out, c'est-à-dire les insomnies, les troubles digestifs, les maux de tête, certains troubles musculo, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc effectivement, et puis, comme je le disais tout à l'heure en parlant de ces cas qui m'ont frappé, certains sont déjà avec des arrêts qui durent parfois un mois, plusieurs mois, etc. Alors, dernier commentaire, qu'on avait un peu subodoré dans la première enquête, mais c'est que là, on voit très bien, et j'en ai parlé d'ailleurs à Nantes au moment du Festival de l'information locale avec des cadres de rédaction, on voit très bien à quel point les cadres de rédaction sont complètement à côté de la plaque. Ils ne comprennent rien à quoi ils ont affaire, et ils ont l'impression qu'ils vont régler les problèmes à coups de bourrades, de provoques, de blagues lourdes, etc., alors qu'ils ont affaire à des gens qui sont en train de craquer. Quoi. Je ne sais pas qui avait levé la main, peut-être au fond, et juste après Marius et... Oui, vous avez commencé à en parler, du coup, mais il y a ce problème de verticalité dans la rédaction. C'est très vertical la manière dont s'exerce la hiérarchie et le pouvoir dans la rédaction. Est-ce que ça, c'est un problème qui est ressorti au niveau des jeunes journalistes qui, eux, ne s'attendaient pas forcément à ça et qui se retrouvent à faire des sujets et à choisir des angles qu'ils n'ont pas forcément voulu traiter de cette manière-là? Du coup, on va juste la mettre dans le micro. Du coup, est-ce que vous avez évoqué précisément cette notion de verticalité et de hiérarchie entre les jeunes journalistes qui intègrent la profession et du coup les directeurs d'entreprises de presse et est-ce que ça s'est exprimé notamment dans les choix de sujets, d'angles, où ça a été déterminé par leur employeur? Et il y a un chapitre qui s'appelle « Les chefs et la verticalité de la chaîne hiérarchique ». Donc, oui, effectivement. Enfin, si vous voulez, si je veux un peu hiérarchiser, enfin, c'est comme ça que je l'ai fait, en tout cas, hein, la hiérarchie de l'expérience, si vous voulez, en gros, il y a toutes les motivations que j'ai évoquées tout à l'heure, et puis il y a le décalage avec la réalité. Alors, le décalage avec la réalité, c'est la précarité. On en a parlé. Ensuite, effectivement, il y a aussi le vécu en rédaction. On pourra éventuellement, si on a le temps, en reparler un peu. Mais effectivement, j'ai mis entre les deux la question des hiérarchies. Alors, le premier sujet, effectivement, c'est celui que vous évoquez. C'est la découverte. Alors, c'est une découverte relative, parce que si vous êtes en école de journalisme, donc dès la fin de la première année, vous vous retrouvez en stage PQR, parfois même vous avez fait des stages avant d'aller en école de journalisme, vous avez un peu subodoré que c'est quand même un peu vertical tout ça. Mais c'est vrai que le modèle que j'évoquais tout à l'heure, hein, de ce journalisme qui a encore eu le temps de travailler sur ces sujets, ayant une forte autonomie pour travailler ce sur quoi il a envie d'approfondir les choses. C'est un modèle, je dirais, qui suggérait une certaine collégialité, un certain fonctionnement un peu horizontal, hein. En tout cas, un fonctionnement collectif fort, quoi. Et là, on retrouve le double problème, celui que vous avez évoqué, de la solitude, et effectivement celui de la verticalité du fonctionnement des hiérarchies. Et cette verticalité, je crois qu'elle s'exprime encore avec plus de force auprès des jeunes, parce que on est dans un contexte où beaucoup d'entreprises vont user et abuser de ce contexte de la précarité. C'est-à-dire, on prend des stagiaires, on prend des alternants, on prend des CDD plus ou moins longs, plus ou moins courts, on multiplie le recours aux pigistes, etc. D'où le fait qu'un certain nombre de cadres, enfin en tout cas c'est ce qui ressort des propos qui sont tenus, ne prennent même pas le temps de s'intéresser aux gens auxquels ils ont affaire, quoi. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu sais faire?
quels sont tes points faibles, vous voyez. Donc, il y a beaucoup cette idée, on a l'impression d'être des pions interchangeables. Donc, effectivement, dans l'aspect de la hiérarchie, de cette verticalité, il y a ce côté, on nous emploie pour faire du boulot que les autres ne veulent pas faire, et puis sans la moindre autonomie, ou disons, dans notre travail. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le cas le plus typique, c'est tous ceux qui vont se retrouver en desk web, où ils vont se retrouver à travailler en cadence, en équipe pour faire du 3x8, qui vont se retrouver à faire tant d'articles par jour ou tant d'articles par mois, par demi-journée ou tant d'articles par heure, à certains endroits. Donc vous voyez cette espèce où là c'est pareil, il y a pas de, c'est une espèce de travail qui a été, disons un contexte de travail de bâtonnage, de choses comme ça qui est complètement préétabli. Et puis il y a en radio-télévision, moi ce qui me frappe beaucoup, l'équivalent du desk web, c'est souvent ce putain de micro-trottoir. C'est-à-dire ce truc où on vous dit, c'est leur ressenti une fois de plus, on me demande d'aller traiter quelque chose qui est déjà sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux, donc on en a besoin. Donc tu vas aller nous chercher ce qui est sur les réseaux sociaux. Mais toi, donc on veut déjà le résultat, on veut déjà le type de personne que tu vas aller interroger, et on veut déjà les angles que tu dois traiter. Et si ce que tu nous ramènes ne va pas, tu recommences, quoi. Donc ça, si vous voulez, c'est effectivement des manifestations. Alors bon, vous allez peut-être me dire, c'est pas tout le temps, c'est pas toujours, c'est pas tout le temps de la même. Oui, bien sûr. Mais disons que ça, effectivement, c'est les expressions les plus rudes de la verticalité. Il y a d'autres expressions de la hiérarchie qui choquent les jeunes journalistes, et peut-être davantage aujourd'hui, et là c'est peut-être un phénomène générationnel, c'est la culture verbale et gestuelle de l'encadrement. C'est-à-dire cette manière de leur parler, cette manière parfois de les intimider par des gestes, de les bousculer, physiquement y compris. Et là, si vous voulez, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement... qui est très, très fortement dénoncé. Et puis alors, il y a un autre phénomène, moi, qui m'a frappé, et probablement c'est lié peut-être davantage au fait qu'ils ont des cursus universitaires longs, des comparaisons possibles avec d'autres secteurs, etc. C'est la mise en cause de l'incompétence de cet encadrement. Deux types d'incompétence. Ces gens ne savent pas manager, ils ne savent pas comment on anime des équipes. Et souvent, d'ailleurs, quand on les pousse un peu dans leur retranchement, le seul argument qu'ils vont nous donner, mais moi je faisais ça à ton âge. C'est-à-dire, je l'ai fait, donc tu le feras. Ce qui, en termes de pédagogie, est quand même un peu le b.a.-ba, quoi. Ensuite, incompétence aussi, parce que cette génération se retrouve à devoir utiliser des outils que les autres ne savent pas utiliser, et que leurs chefs ne savent pas utiliser. Et donc, d'une part, on leur demande des trucs qui sont infaisables, ou on leur demande de faire des trucs qui n'ont aucun intérêt, alors qu'eux-mêmes pensent qu'on pourrait utiliser ces outils-là dans de meilleures conditions. Donc il y a aussi cet aspect... alors tout ne se vaut pas, et il y en a qui parlent d'avoir eu la chance d'avoir rencontré des cadres bienveillants, alors parfois c'est des équipes, parfois c'est des individus, parfois c'est un individu à un certain moment. Ce qui est intéressant, c'est que la bienveillance, quand on leur demande qu'est-ce que c'est un cadre bienveillant, en général c'est quelqu'un qui nous identifie, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on sait faire, à ce qu'on aime, et c'est quelqu'un qui de temps en temps nous fait confiance. On va peut-être du coup finir sur cette belle note en espérant qu'un jour on croisera cet encadrement bienveillant. On se le souhaite en tout cas. Oui. Voilà. Il faut le chercher.
Voilà. J'essaie de... Voilà, donc on vous remercie en tout cas pour cet échange. Je pense qu'on aurait pu parler pendant des heures, tant il y a de questions dans la salle. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement et de nous avoir donné cet espace et ce temps pour poser toutes ces questions. Et puis merci à toutes et tous d'être restés jusqu'au bout et d'avoir participé à cet échange.